Bonjour à tous. Donc, je pense que vous m'entendez bien, ça a l'air de pas mal. Euh, alors, aujourd'hui, pardon, je vais vous présenter donc une présentation sur l'intégration des exosquelettes en entreprise. Avant de commencer, je vais faire un petit sondage à main levée. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler des exosquelettes dans le cadre de votre profession? Ok, donc pas mal. Et combien d'entre vous ont déjà essayé un exosquelette ou ont déjà... ok, un peu moins, mais... Ah si, quand même. Ok, super. Et combien ont participé à une intégration d'exosquelette ou a vu un exosquelette vraiment intégré? Vous êtes là, un petit peu. À 4-5. Ok. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste rappeler très rapidement ce qu'est un exosquelette, histoire qu'on parle tous de la même chose. Ensuite, parler de la démarche d'intégration d'exosquelettes, qui n'est pas si facile que ça, vous le verrez vite. Et puis derrière, je vais laisser un peu de place aux échanges, parce que généralement, il y a quand même pas mal de questions qui peuvent vous concerner de près ou de loin. Juste très rapidement, donc moi je suis Marianne Grangeret, ergonome et associée directrice des opérations chez Moten Technologies. Donc on a un stand, le stand 14, si jamais vous voulez venir nous voir avant de partir. Et moi, la question des exosquelettes, je la traite depuis 2018, sachant que les exosquelettes sont arrivés en France à peu près en 2015. Donc je suis arrivée à peu près en plein boom, explosion de demande d'intégration d'exosquelettes en entreprise, notamment avec le premier projet qui était celui de la création d'un parcours d'intégration d'exosquelettes au sein d'une grande entreprise qui s'appelle Renault. Je pense que vous connaissez. Et ensuite, après ça, dans le cadre de mes activités Moten, j'ai travaillé avec beaucoup de types d'exosquelettes différents dans des entreprises qui allaient du BTP jusqu'à la logistique, en passant par tout ce qui va être hospitalier et agroalimentaire, globalement. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit peu un retour d'expérience sur les démarches d'intégration, sur ce qu'on sait aujourd'hui sur ces dispositifs d'assistance physique qui semblent souvent une solution, qui sont souvent présentés comme une solution miracle, mais qui sont en réalité plus difficiles que ça à intégrer et à considérer comme réelle solution. Donc très rapidement, pour qu'on ait tous les mêmes bases et qu'on parle de la même chose, un exosquelette c'est quoi? Moi j'utilise la définition de l'INRS tout simplement. Ce sont donc déjà des systèmes mécaniques ou textiles, donc tout ce qui est à base d'élastique est considéré comme exosquelette aussi, à partir du moment où en fait il est revêtu par l'opérateur. Donc c'est un système qu'on appelle à contention. Très simplement, c'est un système, un dispositif d'assistance physique qui est porté. Et l'objectif, c'est de lui apporter soit une assistance physique grâce donc à une compensation des efforts. Typiquement, c'est un exosquelette qui va faire lever les bras en l'air. Par contre, en contrepartie, il faudra pousser vers le bas pour pouvoir tendre en fait finalement l'élastique qui sert à lever les bras, par exemple. Et il est aussi utilisé donc, comme un outil d'augmentation. Mais là, attention, la plupart des exosquelettes sont des outils de compensation et pas d'augmentation. Il y a augmentation de la force qu'à partir du moment où il y a souvent une alimentation électrique ou en tout cas externe. Par contre, sur la plupart des exosquelettes passifs, ce sont des outils de compensation. Et ils peuvent être robotisés ou non, donc comme j'ai dit, actifs ou passifs. Justement, pour être clair, tout ce qui est actif, ce sont des exosquelettes qui fonctionnent avec une source d'alimentation externe. La plupart du temps, c'est une batterie électrique, tout simplement, qui est ici portée sur le dos, qui peut être située autre part. Donc, généralement, elle est portée en sac à dos. Et jusque-là, la plupart des exosquelettes commercialisés sont à base de batterie électrique. Il peut y avoir des systèmes hydrauliques, mais c'est quand même... on n'est pas sur la même taille d'exosquelette, on n'est pas sur le même prix non plus, et on est plutôt sur les militaires. Là, en entreprise, on est plutôt sur l'électrique, pur et dur. Et la très grande majorité des exosquelettes que vous rencontrez en entreprise sont des exosquelettes dits passifs, qui du coup utilisent l'énergie cinétique du mouvement et la force du porteur pour fonctionner. Donc typiquement, si vous prenez un exosquelette lombaire, quand vous vous penchez, vous allez emmagasiner de l'énergie, et quand vous vous relevez, l'exosquelette va redonner en fait cette énergie pour faciliter l'extension du tronc, tout simplement. Mais c'est toujours du donnant-donnant. Il n'y a pas une force magique qui apparaît de nulle part. À chaque fois, il faut que l'opérateur, le porteur, produise une force qui, en échange, va en créer une autre. Mais il y a toujours un système de compensation quelque part. Donc à garder en tête. Et ensuite, les exosquelettes sont donc conçus sur différentes parties du corps. La grande majorité des exosquelettes aujourd'hui sont des exosquelettes qui ciblent les membres supérieurs, donc notamment les épaules, tout ce qui va être travail bras en l'air. La deuxième partie, c'est beaucoup d'exosquelettes lombaires, donc pour tout ce qui va être manutention.
Et ensuite, on peut trouver donc, des exosquelettes pour la main. Certains vont aider, par exemple, à fermer et ouvrir les doigts. Pour les personnes qui ont perdu la force dans les doigts, ça peut être très utile. Et il y a aussi un petit exosquelette pour le pouce qui a été conçu spécifiquement pour mettre en place des objets en poussant en fait avec le bout du doigt, avec la pulpe, tout simplement. Ça, c'est un peu les exosquelettes spécifiques mains. Il y en a d'autres qui sont en cours de développement, notamment pour les bouchers, pour tout ce qui va être abattoir et travaux de découpe. Mais la main est un dispositif très complexe et aujourd'hui, les exosquelettes ne sont pas aussi complexes que ça. Et enfin, il y a quelques exosquelettes qui sortent en ce moment pour la nuque. Notamment, celui-ci, c'est un exosquelette qui est beaucoup utilisé pour les caristes qui ont besoin du coup de garder la tête en l'air de façon assez récurrente. Donc après, il en existe d'autres pour les genoux, pour les jambes. Je ne les ai pas mis ici parce que c'est plutôt des exosquelettes sportifs, généralement. Il y a quand même ce qu'on peut appeler exosquelette, c'est le siège. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est en fait un dispositif qui est porté autour de la taille et qui permet aux gens de s'asseoir sans avoir besoin d'avoir un siège assis debout, etc. À la rigueur, c'est le seul exosquelette jambes qu'on peut citer. Et il y en a d'autres qui sont en développement chaque année, donc la liste que je vous fais là est déjà obsolète, en fait, au final. Et donc, ça, ce sont donc des dispositifs vraiment mécaniques, donc des machines, enfin, pas des machines, mais en tout cas, ce sont des outils qui nécessitent un humain pour fonctionner. Et donc, ça pose une très grosse question qui est celle de l'intégration. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà intervenu au sein d'entreprises qui avaient essayé des exosquelettes. Généralement, au début, on le trouve dans le placard et il n'est pas porté, tout simplement, parce que l'intégration n'a pas été complète, faite ou réussie, globalement. Et donc, au niveau de l'intégration, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une démarche qui est vraiment un projet réfléchi et qui est global. Si c'est pris comme quelque chose de facile, de non réfléchi et quelque chose qu'on peut faire rapidement, c'est une démarche qui avortera. Enfin, typiquement, l'exosquelette finira dans le placard. Et ça, c'est très, très, très récurrent. Et en fait, cette démarche-là, c'est une démarche dynamique. Donc, pardon. Et en fait, donc, du coup, cette démarche-là, c'est une démarche dynamique, ce qui fait que vous allez éventuellement passer à l'étape 3, par exemple, mais en fait, au final, il y a quelque chose qui va bloquer et vous allez devoir retourner à l'étape 1. Et donc ça, je vais décrire les différentes étapes, globalement, pour vous expliquer comment ça se passe de façon vraiment opérationnelle pure. Ça reprend globalement les étapes de l'INRS, qui propose une très belle démarche qui est disponible sur Internet. Et en fait, de façon générale, on a vraiment l'idée d'intégration de l'exosquelette, qui derrière va poser la question de est-ce que cette idée est une bonne idée et est-ce que l'exosquelette peut devenir une solution à mon problème sur ce poste-là. Ensuite, derrière, il va y avoir beaucoup d'itérations sur la mobilisation des opérateurs, la mobilisation du management de proximité, la mobilisation du prestataire, du fournisseur d'exosquelettes, etc., etc. Il y a vraiment du gros travail de communication à faire généralement autour de cet exosquelette-là. Ensuite, il y a l'étape clé de présentation, c'est-à-dire la première fois que l'exosquelette arrive sur le terrain, comment les opérateurs, les salariés, les personnes concernées vont réagir, comment ces gens-là vont accueillir l'exosquelette, et est-ce qu'ils vont l'accepter ou non, tout simplement. Ensuite se passe l'étape d'évaluation. Donc là, on rentre un petit peu dans la prise de décision. Est-ce que l'exosquelette présente assez de bénéfices finalement pour motiver l'investissement? Et après, derrière, si la réponse est oui, on passe dans une étape de déploiement qui se passe souvent, honnêtement, longtemps. Enfin, finalement, une démarche d'intégration d'exosquelette, c'est à peu près 1 an en règle générale. Dans les petites entreprises, c'est plus court, tout simplement parce que les étapes de décision sont plus courtes elles aussi. Donc c'est plus facile si le patron descend directement que si on doit monter à 3 ou 4 échelles de hiérarchie. C'est juste ça. Et donc, comme je disais, c'est un processus dynamique. Donc, à chaque fois, vous pouvez retourner à la case départ s'il y a une étape qui n'a pas été faite ou qui n'a pas été validée, ou si on a besoin de réfléchir un peu plus ou de retourner à l'activité pour voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc, je vais prendre les étapes une par une. Vous allez voir à gauche, j'ai repris en fait le déroulé. Et je vais décrire un petit peu plus ce que j'entends dans chacune des étapes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des demandes d'intégration d'exosquelettes sont des demandes vraiment entrantes du terrain, généralement. En tout cas, en tant que prestataire externe, c'est ce que je peux voir. Ce sont souvent des chefs d'équipe, des opérateurs aussi, ou des patrons d'entreprise qui se disent moi j'ai un problème sur ce poste, du coup ce qui serait bien c'est qu'on mette un exo, parce que j'ai vu une émission sur Arte qui me disait que les exosquelettes ça permettait d'améliorer les conditions de travail. Et moi ce que je veux c'est supprimer les TMS, donc je vais mettre un exosquelette. Arte a été très... bon, voilà, c'était dommage. Et donc du coup, là la plupart quand ça arrive, la plupart du temps, en 4 questions déjà, on
permet de freiner un petit peu cet engouement autour de l'exosquelette. La première question, c'est d'accord, mais à quoi il va servir l'exosquelette? À quoi il va servir exactement dans ton activité? Et là, des fois, on va juste mettre l'exosquelette et puis on verra bien. Bah oui, mais non, qu'est-ce qu'il fait l'opérateur? Est-ce qu'il lève les bras? Est-ce qu'il ramasse des choses? De quoi il a besoin? Donc là, déjà, on commence à réfléchir. Après, c'est à qui servirait l'exosquelette? On ne va pas mettre un exosquelette sur les 50 salariés de l'entreprise. 50 fois le prix de l'exosquelette, on arrive sur un investissement qui est quand même conséquent. Dans ces cas-là, autant investir dans un engin de manutention. Enfin, c'est ce genre de petite réflexion. Et après, il y a la question de pourquoi maintenant? Est-ce que c'est parce que vous avez vu l'émission d'Arte, ou est-ce que c'est parce que vous ne trouvez vraiment pas de solution à ce poste-là qui est problématique, et auquel cas, en fait, vous êtes juste en recherche de solutions, et on peut du coup vous accompagner à trouver des solutions pertinentes sur ce poste-là. Et ensuite, qui a émis l'idée? Parce que des fois, on a l'impression que toute l'entreprise a envie d'intégrer un exosquelette, et en fait, c'est juste une personne spécifique qui a émis l'idée, et dans ce cas, il faut travailler avec elle pour essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi maintenant, etc., etc. Après, la plupart des demandes entrantes sont donc en fait issues d'idées reçues qu'il faut déconstruire. Donc ça, pour ça, l'INRS a fait des super petites affiches finalement sur les 10 idées reçues sur les exosquelettes, où c'est typiquement l'exosquelette va à tout le monde, l'exosquelette permet magiquement de supprimer les TMS, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal pour déconstruire si nécessaire en interne. Et hop. Et puis après, la question, c'est qu'une fois qu'on a compris d'où vient l'idée, pourquoi l'idée est arrivée, et en fait, finalement, que le sujet est sur la table au sein de l'entreprise, eh bien, faut se poser la question de, OK, c'est peut-être une bonne idée, mais est-ce que c'est une solution? Parce que ça peut être très bien une super idée, mais en fait, la solution à la question posée n'existe pas encore aujourd'hui. Et donc, en fait, il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut d'abord commencer par une analyse de la situation de travail, tout simplement. Il faut bien comprendre tout ce qui se passe. Il faut vérifier en premier lieu s'il y a d'autres solutions que l'exosquelette. Ça arrive de façon très récurrente. Je prendrai des exemples concrets tout à l'heure. Mais globalement, c'est vraiment, je vais prendre un exosquelette pour soulever un objet. Mais en fait, si on met une réhausse, on n'a plus besoin de soulever l'objet. Donc autant mettre une réhausse, c'est plus permanent et ça évite aux salariés de devoir s'échanger l'exosquelette entre eux, par exemple. Après, je prends des exemples simples, mais c'est parce que ça m'est arrivé, tout simplement. Et après, il faut poser la question aussi de l'environnement de travail dans lequel l'exosquelette va s'insérer. S'il fait déjà 40 degrés parce que c'est une activité de soudure et qu'on porte l'équivalent d'un sac à dos sur soi, je pense que vous avez tous fait au moins une fois de la randonnée, ça tient très chaud un sac à dos. Donc s'il fait 40 degrés, qu'il porte un sac à dos, ça va augmenter la chaleur corporelle générale et de toute façon, il va l'enlever parce que c'est pas confortable, tout simplement. Pareil pour tout ce qui va être environnement humide. Travail dans le froid, généralement, c'est plutôt positif, au contraire, du coup. Et puis tout ce qui est travaux extérieurs, où il peut y avoir finalement de la pluie, ça peut geler, il peut faire très chaud, etc. etc. Et il y a aussi le côté restreint de l'environnement qui peut être embêtant, puisqu'un exosquelette va sortir un petit peu du corps de l'opérateur et peut se prendre dans des éléments extérieurs qui peuvent être dangereux en fait, à terme. Par exemple, dans le BTP, ce qui s'est passé, c'est une chaîne qui s'est prise dans l'exosquelette et la personne qui portait l'exosquelette a été soulevée. Heureusement, le grutier a pu voir très rapidement, mais ça a été une question de sécurité quand même, c'était un no-go complet. Et d'autres fois, c'est juste, par exemple, un cariste qui porte un exosquelette, mais qui ne peut pas s'asseoir sur son siège parce qu'il y a tout simplement des morceaux de l'exosquelette qui gênent. Ou quand il passe dans son chariot, il se prend à chaque fois dans l'intervalle où il doit passer. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, il y a aussi la question de l'organisation de travail. Si il y a de la polyvalence qui est mise en place, un exosquelette peut être utile à un moment du poste, mais par contre, à l'autre moment, il ne sera plus du tout utile. Dans ces cas-là, la grande question, c'est où est-ce qu'on range l'exosquelette, où est-ce qu'on le stocke, qui le porte, qui en est responsable, comment est-ce qu'on le nettoie éventuellement, et qui en est responsable. Enfin, c'est surtout la question qui revient énormément. Et ça, c'est souvent un facteur de non-port. C'est le fait que personne n'est responsable de l'exosquelette et en fait, il finit tout simplement au placard puisque personne ne s'en occupe. Ensuite, il y a la question des futurs utilisateurs. Des fois, cette question-là n'est pas posée. On ne peut pas donner l'exosquelette à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui n'en ont pas besoin, tout simplement, parce que d'autres n'en veulent pas. Et parce que d'autres n'en ont pas besoin. Si on ne va pas donner un exosquelette à quelqu'un qui n'a pas de difficulté spécifique à exercer son travail, sauf si vraiment c'est dans un objectif de prévention, ce qui peut arriver. Mais c'est plutôt rare. Généralement, il y a quand même un besoin initial.
Et puis après, il faut établir une espèce de cahier des charges de l'exosquelette pour lister en fait, les besoins du poste de travail d'un point de vue purement physique et se dire est-ce que l'exosquelette répond aux besoins du poste. Par exemple, quand je travaillais chez Renault, on travaillait donc sur un poste sous caisse, donc c'était travail bras en l'air. On se dit qu'il doit mettre 14 vis en 30 secondes. Donc on se dit qu'il travaille que bras en l'air. En fait, c'est pas vrai. Des fois, les vis, elles tombent. Et donc, du coup, l'opérateur doit se pencher pour ramasser la vis. Parce que d'un point de vue purement lean, sécurité, on ne laisse pas la vis par terre. Or, l'exosquelette qui avait été essayé à ce moment-là ne permettait pas de se pencher de façon confortable. Et même s'il se penchait une fois toutes les 40 minutes, l'exosquelette n'était pas porté parce que ça le gênait énormément pour cette micro-tâche, par exemple. Donc, il faut vraiment prendre en compte tout ce qui se passe dans le poste, même ce qui n'est pas prescrit, du coup. Et donc l'analyse de la situation de travail va permettre déjà de valider la pertinence de l'exosquelette. Il y a beaucoup de démarches d'intégration qui s'arrêtent à ce moment-là, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'un exosquelette. On a d'autres solutions éventuelles qui peuvent être mises en place. Et si on voit que l'exosquelette peut être pertinent, dans ces cas-là, on établit un cahier des charges. Et parfois, malheureusement, il n'existe pas encore de dispositifs d'assistance physique, donc d'exosquelettes, qui peuvent répondre à la demande du poste de travail. Donc dans ces cas-là, le cahier des charges est existant et le jour où il y aura un dispositif qui sortira, on pourra commencer à l'intégrer, tout simplement. Et si on voit qu'il y a des dispositifs sur le marché actuel qui peuvent répondre à la problématique, si l'exosquelette semble pertinent pour le poste, je dis bien semble pertinent, parce que tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas forcément savoir si ça l'est réellement, eh bien on passe dans l'autre étape, mais j'avais oublié que j'avais une illustration juste avant. Et donc l'illustration, c'était... un client qui travaille, qui fait du poisson, tout simplement. Il met en filet du saumon. Et en fait, il a 4 tâches sur un poste, qui est donc la sortie du chariot plein, avec tous les filets de saumon qui étaient étalés dessus pour séchage et pour être congelés. Ensuite, il va prendre la grille dans le chariot. Il va casser les filets, on appelle ça. Alors ça, malheureusement, si vous avez la solution, je prends. Mais en fait, les filets de saumon sont assez gras. Ils vont se coller aux grilles. Et donc, en fait, il faut que les opérateurs tapent les grilles sur une surface dure pour qu'avec les vibrations, les saumons puissent tomber dans un bac, globalement. On n'a pas trouvé de solution à ça. Et en dernier, il y a le rangement des filets. Et en fait, là, le client, son idée, c'était d'intégrer un exosquelette pour soulager le cassage des filets. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un exosquelette, il n'allait pas du tout soulager le cassage des filets parce que c'est vraiment un geste de prise et on tape dessus, globalement. Les exosquelettes n'assisteront jamais à ce geste-là, globalement. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que plutôt on a ciblé un autre poste qui consistait uniquement à charger et décharger le chariot. Et par contre, sur ce poste-là, ce qu'on a fait, c'est que, vous voyez, l'étape 4, il y a quand même quelque chose qui peut être, je pense, amélioré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais globalement, on a travaillé donc sur le rangement des filets en leur disant, écoutez, on n'intègre pas d'exosquelette, en tout cas, on ne teste pas d'exosquelette tant que l'étape 4 n'est pas améliorée, parce que soit vous choisissez un exosquelette membre supérieur, soit vous choisissez un exosquelette lombaire. Mais vous ne pouvez pas mettre 2 exosquelettes pour 2 tâches différentes, globalement. Là, il a fallu choisir. Donc là, ce qu'a fait l'entreprise, c'est qu'ils ont travaillé sur l'étape 4. Donc on a rehausse, changement des contenants, etc. pour que la personne n'ait plus à se pencher comme ça à l'intérieur du contenant. Et donc du coup, on est en phase de test actuellement sur tout ce qui est prise et dépose de grille, tout simplement. Donc voilà, un exemple. En tout cas, l'exosquelette est monotâche. Les opérateurs sont loin d'être monotâches. Et donc il faut choisir celle en fait, qui sera ciblée par l'exosquelette. Avec un peu de chance, ils travaillent que bras en l'air et c'est les mêmes catégories d'action. Ça peut arriver pour tout ce qui est travaux bras en l'air dans le BTP, par exemple. Mais il ne faut pas oublier qu'ils travaillent certes bras en l'air, mais qu'il faut chercher les outils au sol. Et qu'ils ne font pas que ça, de toute façon, dans tous les cas. Donc ensuite, si on a validé l'intérêt, en tout cas de l'exosquelette, on part en fait sur la constitution d'un groupe autour de cette intégration d'exosquelette. Et donc, en fait, c'est une démarche participative qui est absolument essentielle. Si la démarche n'est pas participative, elle ne sera pas durable, tout simplement. Et à partir du moment où il y a un changement, je ne sais pas, de poste, que quelqu'un tourne, etc., dans ces cas-là, la démarche s'arrête s'il n'y a plus personne pour la tenir. Donc l'important, c'est de mettre le plus de personnes sur cette démarche-là pour être sûr qu'elle soit durable. Et donc, un des préceptes, c'est de toujours informer. Donc sur les objectifs du projet, sur les caractéristiques de l'exosquelette, sur le fait de déconstruire toutes ces idées reçues-là. Il faut que les gens qui sont concernés par l'exosquelette sachent exactement en quoi consiste cet outil-là.
Et pour ça, il faut vraiment assurer des communications régulières tout le long du projet. Il faut à chaque fois informer le fait qu'il va y avoir un test, le fait que le test sera tel jour, qu'il va mobiliser telle personne sur tel poste, qu'on attend ça et ça comme résultat, et que si les résultats sont positifs, voilà ce qui va se passer. Si les résultats sont négatifs, voilà ce qui va se passer. Toujours beaucoup communiquer, globalement. Et puis, cette communication nécessite l'engagement notamment du management de proximité, puisqu'on a vu que si le chef d'équipe, si le manager, globalement, n'était pas inclus dans cette démarche, ça menait en fait à un avortement de la démarche assez rapidement. Et souvent, le manager, c'est celui qui montre l'exemple, c'est celui qui forme les opérateurs au port de l'exosquelette, c'est celui qui sélectionne les référents, les personnes pilotes, etc. etc. Très, très important d'inclure ce manager de proximité dans la démarche. Et puis évidemment, il faut que la direction soit impliquée. Si la direction ne montre pas d'intérêt à l'intégration d'exosquelettes, eh bien, globalement, la plupart des gens ne montreront pas d'intérêt non plus à cet exosquelette-là. Et alors, je précise, mais j'espère que c'est logique, il faut que les utilisateurs et les testeurs soient volontaires. C'est déjà arrivé qu'on mette un exosquelette sur une personne sans le prévenir, notamment sur un intérimaire ou sur une personne qui vient d'arriver. Et je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. On arrive à un échec à, je dirais, 95% du temps, histoire d'être large. Donc, utilisateurs volontaires, et aussi, si possible, parce que ce n'est pas toujours possible, mais le fait que le fournisseur ou le distributeur soit impliqué est assez important. C'est lui qui va former les gens à l'usage à l'usage de l'exosquelette, à tout ce qui va être réglage, notamment, qui sont très importants, puisqu'en fonction des morphologies, l'exosquelette n'ira pas à tout le monde. Et c'est lui aussi qui donnera toutes les astuces d'usage et d'utilisation de l'exosquelette. Donc s'il est impliqué, c'est super. Ensuite, il faut construire des outils de suivi. Donc ça peut être des outils de suivi très simples, ça peut être sous forme de questionnaire, ça peut être une question posée à la fin de chaque port d'exosquelette. En tout cas, il faut pouvoir suivre l'évolution du ressenti des opérateurs par rapport à l'exosquelette, et avec différentes thématiques, donc confort, utilité, est-ce que les gens disent quelque chose sur l'exosquelette, le ressenti personnel, les effets sur la fatigue, est-ce que je me sens plus ou moins fatiguée à la fin, après que j'ai porté l'exosquelette, etc., etc. Pour ça, l'INRS, ça fait pas mal d'outils dont on peut s'inspirer, et de façon générale, on crée un peu un outil de suivi par secteur d'activité, voire par entreprise. Typiquement, si on insère un exosquelette, par exemple, dans un EHPAD, on va se poser la question du ressenti des patients par rapport à l'exosquelette. Est-ce que les patients réagissent à l'exosquelette? Est-ce qu'un patient atteint d'Alzheimer va pas réagir pas très bien, globalement, à l'exosquelette? Bon, la réponse est positive jusque-là, mais en tout cas, il faut se poser la question. Et puis après, évidemment, il faut que la démarche soit claire, qu'on sache où on va, que les étapes soient déjà connues avant que l'exosquelette n'arrive, tout simplement pour pouvoir mener le projet jusqu'à son terme, tout simplement. Ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, les 8 choses à garder en tête quand on part sur une intégration d'exosquelette. Après, ce n'est pas la vérité immuable, hein. On peut rajouter en fonction des expériences de chacun. Et là, j'insiste beaucoup, c'est que du coup, là, avec tout ce que je vous ai montré ici, le fait d'informer, le fait de préparer, le fait que la démarche soit pensée en amont, etc., implique le fait que finalement, l'intégration de l'exosquelette, elle commence bien avant que l'exosquelette n'arrive sur place. Moi, de ce que je peux voir sur le terrain, il y a peut-être 60% de la réussite de la démarche qui se produit avant même que l'exosquelette soit sur le terrain. Il faut en fait que les gens soient prêts à ce qui est cette intégration de ce nouvel outil-là au sein de leur activité. Parce que c'est quand même un changement assez important. C'est quelque chose qu'ils vont porter eux, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur leur activité et éventuellement sur leur santé à terme. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc ce qui se passe généralement, c'est ça se fait en étape préliminaire. Il y a déjà la présentation de l'exosquelette aux équipes. Donc là, le conseil, là ce sont vraiment des conseils. Ce ne sont pas, pareil, ce n'est pas la vérité, mais c'est ce que j'ai pu voir au fur et à mesure. C'est vraiment de se dire qu'il faut organiser un temps dédié à la présentation de l'exosquelette et que ce temps-là, il soit, si possible, en dehors de la situation de travail pour que les gens soient vraiment concentrés sur l'exosquelette et pas en train de réaliser leurs tâches en parallèle, tout simplement. Et en fait, ce moment de présentation aux équipes permet un peu de tâter le terrain, de voir si les personnes le trouveraient utile, intéressant, et si l'exosquelette pourrait être pertinent. Et ça permet accessoirement d'identifier des volontaires pour pouvoir poursuivre sur l'étape d'après.
Après, derrière, il y a une étape de formation essentielle. La formation peut être très rapide selon le type d'exosquelette. Selon certains exosquelettes, ils peuvent être assez longs parce qu'il y en a qui ont beaucoup de paramètres réglables, tout simplement. Donc quand vous multipliez le nombre de réglages possibles, vous multipliez aussi la difficulté de réglage, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est de former les futurs utilisateurs au réglage, de présenter comment l'exosquelette fonctionne et quels sont les effets attendus globalement de cet exosquelette-là sur la personne. Et là, c'est ici qui peut être très intéressant de former plus particulièrement des référents, donc des personnes qui seront vraiment les personnes ressources vers lesquelles se tourner en cas de problématique avec l'exosquelette. Ça, le système de référence, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Généralement, c'est un opérateur qui est moteur et qui a compris en fait l'utilité éventuelle de l'exosquelette et qui a suffisamment d'expertise pour pouvoir à la fois mener son activité et aider éventuellement les collègues à mettre en place l'exosquelette. Et ensuite, on organise donc les premiers tests en situation. Donc là, dans ces cas-là, on a déjà sélectionné les situations. On ne va pas les tester comme ça sur n'importe quelle situation de travail. On va se dire que l'exosquelette, il peut être utile pour tel ou tel moment spécifique. Donc on va se concentrer là-dessus. Et après, c'est ici qu'on va utiliser les outils de suivi. Qu'est-ce que vous pensez de l'exosquelette? Est-ce qu'il vous a été utile? Est-ce que vous pensez que vous allez le porter à terme, etc., etc. Et puis derrière, on met en place, c'est à ce moment-là, le système de gestion de l'exosquelette, qui peut être très prise de tête selon les secteurs d'activité. Typiquement, s'il y a des grosses réglementations d'hygiène, le nettoyage, le rangement de l'exosquelette peut devenir une problématique clé de l'intégration, tout simplement. Et puis ensuite, on arrive à l'évaluation. Donc là, on considère qu'on a fait les premiers tests sur le terrain, ça s'est bien passé, et donc on considère qu'on peut tester l'exosquelette sur une durée plus ou moins longue. Généralement, c'est minimum 3 semaines, et ça peut aller jusqu'à 12-13 semaines facile, selon le type d'activité, selon la durée de port de l'exosquelette. Et donc là, dans ces cas-là, il y a 3 types d'évaluations. Les évaluations qualitatives, qui fonctionnent très bien. Entretien, questionnaire, retour d'expérience, feedback, ça peut être de plein de façons différentes. Après, il y a les évaluations objectives. Donc là, c'est vraiment de la mesure. Là, on veut savoir combien les opérateurs gagnent finalement en termes de sollicitation musculaire ou en termes de risque postural à porter l'exosquelette. Donc là, dans ces cas-là, généralement, c'est une combinaison de mesure des efforts, mesure des changements posturaux et mesure cardiaque aussi pour voir s'il y a un impact ou pas. Et ensuite, pour finir, c'est quand même la prise de décision finale, c'est l'évaluation des coûts associés. Il y a déjà le coût de l'exosquelette, ça coûte entre 1 500 et 7 000 euros selon le type de dispositif. Mais il y a aussi tout ce qui va être lié à son entretien. Des fois, il faut laver les parties tissus qui sont en contact avec la peau. Il faut aussi dédier un temps nécessaire à son intégration, donc un temps de formation, éventuellement aussi donner une espèce de prime aux formateurs et référents exosquelettes, ça peut arriver dans certaines entreprises. Donc il y a quand même des coûts qui peuvent être assez conséquents qu'il faut prendre en compte. Et généralement, c'est la combinaison des résultats de ces 3 évaluations qui conduisent au choix d'intégration de l'exosquelette. Et puis, petite publicité, désolée. Globalement, c'est nous, chez Moten, du coup, ce qu'on fait, c'est on évalue beaucoup d'exosquelettes en ce moment parce qu'on a développé donc, des capteurs qui permettent de mesurer l'activité musculaire des opérateurs pendant qu'ils travaillent sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 heures en théorie. En pratique, on s'arrête quand même à 7 heures, généralement, maximum. Et là, typiquement, vous pouvez voir un exosquelette haut du corps. Donc, c'est un exosquelette qui était censé diminuer les sollicitations au niveau des épaules. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la compensation, il y a toujours un prix à payer lié à l'exosquelette. Donc certes, ça diminue l'activité au niveau des épaules. Ici, vous pouvez voir l'épaule droite à moins 24%, par exemple. Par contre, au niveau lombaire, il va y avoir une légère augmentation, puisque l'exosquelette va restituer cette force au niveau des hanches, en fait, au niveau du bassin. Et donc, en conséquence, va forcer un petit peu au niveau lombaire. Donc ça, c'est toujours un équilibre coût-bénéfice qu'il faut avoir en tête. Là, l'exosquelette a été intégré dans le cadre de cette étude-là, tout simplement parce qu'il était porté une demi-heure et ensuite passé à quelqu'un d'autre. En fait, il tourne toutes les demi-heures sur le poste de travail. Donc, en discutant avec les opérateurs, ils ont dit, si ça me soulage l'épaule et que ça force un petit peu au niveau du dos, dans ces cas-là, je ne le porte pas longtemps et ça me permet quand même d'avoir moins mal aux épaules à la fin de la journée. Et là, ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans qu'ils le portent de façon quotidienne. Après, ils peuvent le porter toutes les demi-heures ou plutôt en début de poste ou fin de poste, ils choisissent, globalement.
Et après, on passe au déploiement, qui est finalement exactement les mêmes principes que je vous ai montré tout à l'heure. La seule chose, c'est qu'il faut que ces principes-là soient formalisés, donc qu'on puisse les réutiliser même si quelqu'un quitte l'entreprise, globalement, durable, reproductible, puisque l'idée, c'est qu'on peut très bien intégrer un type d'exosquelette, mais l'année d'après, il y en a un autre qui sort, donc on va le tester, on va utiliser la même démarche, et que de toute façon, elle soit améliorée continuellement, puisqu'il n'y a pas de démarche d'intégration parfaite. Il faut quand même plusieurs itérations avant d'arriver à quelque chose qui fonctionne à peu près bien. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, pardon, j'ai vu qu'il y avait une photo. Donc voilà, donc je vous ai fait vraiment tout le tour de l'intégration d'exosquelettes. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? J'ai été trop claire. Bonjour, j'avais juste une petite question. Moi, je pensais qu'un exosquelette, c'était plutôt comme un EPI. En fait, c'était vraiment adapté à une personne. Et quand j'entends ce que vous dites, en fait, c'est que ça peut se passer d'une personne à une autre. Je pensais qu'il y avait des réglages vraiment spécifiques quand on passe d'une personne à une autre. Donc, ça veut dire que ce sont des réglages plus ou moins simples, ou plutôt simples, je pense, en général, prévus pour qu'on puisse le passer à un collègue ou... Ouais. Alors déjà, l'exosquelette, c'est pas un EPI, attention. C'est pas un équipement de protection individuelle. C'est un outil d'assistance physique, comme un autre. Par contre, ensuite, le mode d'utilisation va un peu dépendre de l'organisation de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont le temps, en fait, qui permettent aux employés de changer l'exosquelette. Ils ont un temps suffisant pour le faire. Donc là, typiquement, ce que je vous ai montré là, c'est une entreprise d'agroalimentaire où en fait les opérateurs sont libres c'est eux qui sont conducteurs de ligne en fait. Ils choisissent quand est-ce qu'ils travaillent sur tel ou tel poste, etc. Donc là, dans ces cas-là, ils ont le temps nécessaire pour pouvoir prendre l'exosquelette qui est situé dans un placard spécifique, de le mettre sur eux, de le régler à leur taille. Ils connaissent par cœur les réglages parce qu'ils ont été formés là-dessus. Et là, dans ces cas-là, pour cet exosquelette-là, il y a 3 types de réglages, je crois. Il y a la force, il y a au niveau des bras et il y a au niveau des hanches. Donc ils connaissent par cœur, ils mettent le truc et puis ensuite ils partent directement au poste. Par contre, quand j'étais chez Renault, ça c'est pas possible. Parce que chez Renault, c'est 30 secondes par véhicule. Si on met 1 minute à mettre en place un exosquelette, on perd 2 voitures. Donc ça dépend le type d'organisation. Généralement, quand ils ont le temps, il n'y a pas de problème à se le passer du moment que les gens sont formés à l'usage. Et du moment aussi qu'ils ne transpirent pas. Parce que là, dans ce cas-là, on était dans un environnement à 4 degrés. Donc avec combinaison, etc. Il n'y a pas de contact direct de l'exosquelette sur la peau des opérateurs. Par contre, quand ils transpirent, je vous dis qu'ils ne se le passent pas entre eux.